Nous voilà en studio avec, comme promis, le nouveau président CEO de l'Euroleague, Monsieur Marshall Glickman. Welcome. Thank you. Nice to see you. Nous allons vous poser 2-3 questions dans une minute, juste le temps de demander à Alain ce qu'il a pensé de cette première mi-temps. Il y a eu une très mauvaise entame de Monaco. Je crois qu'on avait parlé donc de la force de frappe à l'intérieur d'Olympiakos. Et je pense qu'on a eu la preuve en images et en couleurs. Ils ont été extrêmement performants. Mais je me demande si c'est vraiment des Grecs, l'Olympiakos. J'ai l'impression qu'on a affaire à des Brésiliens. Ils bougent la balle extrêmement bien quand même. Ouais. Ils ont une facilité donc de bouger le ballon, de toujours cibler le jeu intérieur. Et puis ils utilisent, excusez-moi, les coins à merveille. Soit à 0 degré, ils arrivent à porter la balle. Souvent à partir des attaques à 45 degrés ou les porteurs de balle en tête de raquette. Ils sont toujours en mouvement, toujours un joueur qui coupe, toujours un joueur qui fait la bonne pénétration, mais surtout il y a Moustapha Fall et Tarek Black qui posent énormément de problèmes pour Moti Younas et les intérieurs en général. Donc il va falloir régler ce problème-là, mais en deuxième quart-temps, donc on a vu un autre Monaco donc avec Mike James qui a commencé à mettre des shoots et ça a apporté un petit peu beaucoup d'énergie même à l'équipe qui a mieux défendu dans le deuxième quart-temps, qui a mieux tenu les porteurs de balles et les pénétrations. Mais on l'avait dit, c'est une affaire de concentration, de cohésion en défense surtout parce qu'il y a vraiment une grosse équipe en face qui sait jouer au basket. Donc il faut absolument prendre soin du ballon. Je pense qu'on l'avait noté en avant-match. Et il faut limiter les pertes de balles parce qu'il y en a eu quand même 6 dans le premier quart-temps, ce qui a entraîné ensuite des mauvais choix. Mais je trouve que Monaco a su limiter la casse. Merci Alain pour cette analyse. Mr. Glickman, we have many topics to talk about with you in a few minutes. So we'll talk about the French teams, dans quelques minutes. Il faut parler de l'équipe française, du format et du futur de l'Euroleague. Si vous êtes d'accord d'échanger avec nous. Alors pour ce qui est de l'équipe de France, l'équipe française, qu'est-ce que vous pensez de Monaco et de Villeurbanne? Monaco a un problème avec le stade. Vous avez besoin d'un nouveau stade. Nous avons besoin d'un nouveau stade et nous aurons donc une équipe à long terme. Alors, Monaco sans nouveau stade ne restera pas dans l'Euroleague. Quelle est votre position exactement là-dessus? Pas sur le long terme, peut-être encore un an ou deux, mais sur le long terme, nous avons besoin d'un stade plus grand. Nous adorons le marché, nous adorons le sud de la France, ça marche très bien ici. En plus, moi je suis vraiment tout à fait pour cette équipe. Donc, en gros, nous avons 2 ans pour construire un nouveau stade. Non, vous n'aurez pas le temps de construire un stade en 2 ans, mais nous avons besoin de voir un processus qui va conduire à la construction d'un stade dans les quelques années à venir. Donc pour Villeurbanne, mon ami Tony Parker fait un travail extraordinaire. Ils ont un nouveau stade également, près de leur stade de Lyon. Donc ils vont jouer l'Euroleague à Lyon, à Villeurbanne. Tony est vraiment extraordinaire, il a une très bonne équipe, j'étais avec lui récemment. Tony joue un rôle de plus en plus important dans l'avenir de l'Euroleague, c'est quelque chose qui me plaît de l'avoir participé aux discussions avec la FIBA. Il me parle souvent, c'est un très bon conseiller, il comprend un petit peu la mentalité américaine et également la mentalité française et européenne. Nous allons parler avant Alain et Ali de l'avenir, mais si vous avez plus d'équipes dans l'Euroleague, il y a quelques équipes françaises que vous pourriez amener dans l'Euroleague, peut-être Paris? Peut-être Paris. Vous aimez Paris? Vous aimez les capitales, n'est-ce pas? Moi, je vais être à Paris la semaine prochaine pour 5 jours. Donc, bien sûr que j'aime Paris. C'est la capitale du jazz. Moi, j'adore le jazz. Donc, oui, j'adore Paris, c'est certain. Et oui, Paris est une priorité très importante pour l'Euroleague. Est-ce que vous avez commencé à parler avec David Kahn? Alors, David Kahn vient de l'Oregon, comme moi, donc je connais bien David Kahn. Mais il y a d'autres groupes. Il y a David Kahn et les basketteurs de Paris ne sont pas les seules options. Nous avons d'autres options. Nous avons des intérêts d'apporter l'Euroleague à Paris, bien sûr. Et nous allons le voir arriver dans les années à venir. Si nous avons plus d'équipes, on se demande quel est le meilleur format pour l'Euroleague. On va voir un sujet tout de suite. On va en parler avec Ali et Alain.
Alain Digbe, who was a great EuroLeague player, he has some questions for you. Un grand joueur de l'EuroLeague a quelques questions pour vous. Le micro d'Alain. Le micro d'Alain. Alors, nous sommes ravis de vous avoir ce soir. Moi, j'ai une question sur le format de l'EuroLeague. D'habitude, on parle de la durée de la saison. Est-ce qu'il va y avoir des changements que vous aimeriez apporter pour les saisons à venir? Il y a trop de compétitions de basketball en Europe. Je pense qu'il faut commencer par dire ça. Et du coup, ça fait un calendrier qui est très compliqué. Il va falloir le nettoyer un petit peu, l'améliorer. On a des conversations avec la FIBA. FIBA est un partenaire essentiel pour résoudre tout cet écosystème du basketball. Avec des conversations positives, nous sommes confiants. Nous avons rencontré plusieurs représentants de clubs, y compris Tony d'ailleurs, par exemple. Ce n'est plus la guerre froide, n'est-ce pas? Il ne s'agit plus de guerre froide avec la FIBA. Non, je ne sais pas, je ne vais pas parler du passé. Pour moi, il n'y a pas de... La FIBA actuellement, il n'y a pas de guerre froide. Il faut discuter, il faut comprendre les intérêts respectifs et trouver une solution. Je vous ai vu hocher de la tête et vous avez raison. Il y a trop de compétitions. En même temps, j'aimerais voir plus d'équipes qui jouent à l'EuroLeague. J'aimerais voir plus d'équipes qui se qualifient pour la pré-saison, que ce soit avec des play-offs, un format de play-off prolongé. Moi, j'aimerais vraiment voir tout le monde, toutes les stars s'exprimer. Il faut vraiment qu'on commence par modifier le calendrier. Oui, c'est beaucoup de nouvelles images. Moi, je suis un dinosaure, je ne suis plus si jeune, je suis encore un peu jeune, mais plus si jeune que ça. Non, je plaisante, bien sûr. Est-ce que c'est la fin d'une institution européenne? Est-ce que c'est la fin du Final Four? Non, pas du tout. Moi, j'adore les Final Four, le top 4, j'adore. Il y a beaucoup de drames et d'avoir cette compétition tout à la fin est extraordinaire. Donc, ça fonctionne très bien. Mais j'aimerais voir plus d'équipes qui aient l'opportunité de jouer. Vous voyez, il y a beaucoup d'équipes qui sont restées sur ces 18 équipes. Il n'y a que 6 matchs qui séparent les équipes d'une autre. Donc, c'est une saison extrêmement compétitive. J'aime beaucoup cet esprit de compétition. C'est de ça qu'on parle en interne. Et il va falloir également revoir le fair play, les règles du fair play, et on veut que les joueurs comprennent qu'il faut qu'ils fassent du travail en partenariat avec nous. Et plus les clubs vont grandir, plus on veut que les joueurs en bénéficient. On a entendu parler de plus d'équipes, mais pas assez de dates. Donc ça voudrait dire 2 conférences, comme pour le NBA. Oui, Est et Ouest, comme dans le NBA. Nord et Sud. Ça pourrait être Nord et Sud, pourquoi pas. Peut-être qu'il va falloir un petit peu être créatif. Ça ne sera peut-être pas géographique, mais on verra selon la distribution des clubs. Ali? Il y a beaucoup de rumeurs sur l'expansion vers Dubaï, Londres, de nouveaux marchés. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous intéresse particulièrement pour l'EuroLeague? On a eu des discussions très intéressantes et positives avec Dubaï. Dubaï est un nouveau départ. On parle d'une région entière. Bon, effectivement, c'est un vol assez long, mais ils ont un stade qui est magnifique. Ils sont passionnés et ils veulent vraiment apporter le basketball à Dubaï, ce qui est bien pour nous. On veut l'explorer tout en restant un peu prudent. On ne va pas juste sauter dans le vide. On va réfléchir. Londres, c'est un petit peu différent. Londres est un marché prioritaire pour nous. Les Lions de Londres font un travail extraordinaire. J'ai un peu la même énergie qu'ici, beaucoup d'énergie. Et puis c'est très distrayant comme match. On est censé s'amuser, n'est-ce pas, quand on regarde un match de basket? Donc moi j'aime bien regarder le ballon. À long terme, est-ce que vous aimeriez garder l'identité européenne ou est-ce que vous préféreriez jouer avec des cartons de 12 minutes, peut-être avec la ligne à 3 points à 7 mètres au lieu de 6 mètres, comme dans le NBA, ou est-ce qu'on veut rester avec
avec l'identité européenne. Je pense que pour l'instant, on va jouer avec les règles de la FIBA. C'est la bonne réponse. La longueur du terrain est un petit peu différente également. Mais je pense que, moi je viens des États-Unis, mais je ne veux pas imposer une mentalité américaine sur cette situation. Je crois qu'on joue très bien. Regardez, ce soir, on a un jeu magnifique. Ça a commencé un peu lentement, et puis tout d'un coup, Mike James a commencé à vraiment jouer au ballon et il nous a montré ce dont il était capable. Donc maintenant, on a un beau jeu. C'est excitant. J'aime aussi la façon dont les fans ont participé. Merci beaucoup d'être parmi nous, Marshall Glickman. Nous sommes ravis de vous avoir. Dans une minute, la deuxième mi-temps, une petite bande-annonce et on se retrouve au bord du parquet. À tout de suite.